oublié mon téléphone. Voilà. Ouais. Allô? Je crois que ça marche. Est-ce que le Ouais. mien fonctionne? Ouais. Il est bon ton micro? Il est super mon micro. Salut Sébastien, merci d'être là avec nous. Donc, je vous présente Sébastien Garcin, qui est là ce soir pour qu'on discute ensemble des hommes et du patriarcat. Pourquoi cette volonté? Parce que notre premier épisode de Et tout le monde s'en fout, justement, c'était les femmes, on en a parlé tout à l'heure, et on avait pris une position dans cet épisode qui était de parler de ce sujet de mec à mec. À l'origine, c'était notre intention d'écriture. Et du coup, on s'est dit que c'était pertinent ce soir de discuter avec un mec dont c'est un peu la particularité de vie. Donc je vais te faire rapidement ton portrait. Donc, Sébastien, tu es un homme blanc, quinquagénaire, en bonne santé, chef d'entreprise, marié, aisé. Tu as été directeur marketing de L'Oréal. Tu es président de la société YZR, qui est spécialisée dans les données informatiques. Mais par ailleurs, tu as une particularité, c'est que tu t'investis dans la déconstruction de la masculinité toxique, on en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, on peut suivre ton travail à travers les pages Déconstruction de l'homme blanc. Donc, tu as un site, page Facebook, une page Instagram et surtout maintenant, tu sévis sur LinkedIn régulièrement. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu es woke, Sébastien? Oui, je suis woke. J'ai beaucoup aimé quand j'ai vu apparaître ce mot, parce que soudain, ça mettait un mot sur effectivement ce que je faisais. Et je trouve que c'est un mot super bien choisi. Parce qu'effectivement, ma prise de conscience, c'est un réveil. C'est un truc. Et j'ai vraiment eu ce sentiment comme ça, de me réveiller en disant, et de regarder autour de moi et de voir un monde dont je ne savais pas qu'il existait. Donc oui, j'assume totalement ma wokitude. Alors, tu dis que tu te bats contre la virilité. Est-ce que ça veut dire que tu détestes les hommes? Alors, je déteste pas les hommes, je déteste l'entre-soi masculin. Je déteste les groupes de couilles. J'ai fait l'armée. L'armée m'a pas posé beaucoup de problèmes. Enfin, j'ai fait mon service militaire. Ce qui m'a fait chier, c'est d'être avec des mecs pendant toute la journée. Et les groupes d'hommes me mettent dans un grand inconfort. Et voilà, j'y trouve pas du tout un endroit où m'épanouir. Et quand j'ai créé ma société, qui se prononce Wiser, mais tu pouvais pas le savoir, d'emblée, j'ai pas voulu reconstituer. C'est une boîte de tech, hein, donc on a vite fait de se retrouver entre mecs. Et d'emblée, j'ai pas voulu reconstituer cet entre-soi masculin et j'ai mis comme une contrainte qu'on s'est imposée, qui est devenue un objectif, de ne pas en faire un boys club et d'en faire une boîte très ouverte et la plus inclusive possible. Alors, qu'est-ce que c'est, selon toi, les privilèges du boys club, les privilèges de l'homme blanc que tu veux déconstruire? Et en fait, j'ai découvert, moi, le féminisme par l'intersectionnalité. Alors, un tout petit deux mots de technique. Qu'est-ce que le féminisme intersectionnel? Les féministes intersectionnelles, elles considèrent les discriminations liées au genre, mais aussi liées à la race, mais aussi liées aux préférences sexuelles, mais aussi liées à l'identité de genre, à sa position sociale, etc. Et j'ai découvert le féminisme grâce à ces femmes-là. Et à travers ces femmes-là, j'ai pu découvrir que je représentais l'intersectionnalité des dominations de ce monde. En gros, si je sépare le monde en catégories par le genre, l'âge, le revenu, la couleur de peau, etc., je suis dans la même équipe que Bertrand Cantat. Je suis dans la même équipe que Donald Trump, que Vladimir Poutine. On est teammate. Et en fait, je ne suis pas coupable, c'est pas moi qui ai tapé sur la gueule de ma femme, mais ça confère une responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais partie de ce groupe, je représente ce groupe et je bénéficie des privilèges que ce groupe a réussi à s'octroyer, et ceci globalement. Ces privilèges, j'en bénéficie tous les jours et souvent je ne m'en rends pas compte. Le poisson ne sait pas qu'il nage dans l'eau. Moi, je ne sais pas que je nage dans un bain de patriarcat. Et je me rends compte quand on m'expose l'inverse. Donc, je me mets en couple avec une femme.
les chances pour qu'elle me tape sur la gueule sont quand même très très faibles. Je me promène dans la rue où je me retrouve seul, j'ai 15 ans, je me retrouve seul dans une bagnole avec mon beau-frère, avec mon oncle. Les chances pour qu'il me harcèle sexuellement sont très faibles. Et je prends un boulot. Je suis sûr que dans ma vie professionnelle, on m'a proposé des promotions à moi plutôt qu'à des collègues féminines qui auraient pu en profiter. Donc c'est toute une série de choses comme ça que je n'ai pas et qui sont au final des privilèges et des privilèges qui ont un impact sur toute ma vie, toute la journée, jusqu'à la fin de mes jours. Alors, tu l'as dit, ces privilèges, ils ont eu un impact sur ta vie. Ils t'ont certainement amené à faire des choses extraordinaires, à arriver à des positions hyper intéressantes que pas mal de gens pourraient envier. Est-ce que tu n'as pas l'impression finalement de jouer un peu contre tes intérêts en voulant déconstruire ces privilèges ? Alors, quand on regarde alors, la question m'est assez souvent posée. Et quand on regarde très factuellement, qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je perds ? Je vais perdre, par exemple, si demain le monde est parfaitement égalitaire, peut-être que je vais perdre des opportunités de lever de l'argent pour ma boîte parce que c'est des femmes fondatrices d'entreprises qui auront levé et moi je ne l'aurais pas eu. Je vais perdre des opportunités business, je vais perdre des opportunités de visibilité. Donc il y a des choses que je vais perdre. Qu'est-ce que je perds aujourd'hui ? Certainement qu'il y a des clients qui ne veulent pas me parler, qu'il y a des investisseurs qui ne veulent pas investir chez moi parce que je joue ma gueule sur les réseaux sociaux et que je prends cette position de woke, justement. Donc ça, je le perds. Je ne sais pas que je le perds, mais je suis sûr que je le perds. Il faut voir ce que je gagne. Je gagne par exemple d'être invité ici. Ce qui est c'est une satisfaction, c'est très gratifiant. Et puis j'ai rencontré des gens fantastiques, j'ai rencontré beaucoup de femmes, des femmes très engagées qui m'ont fait évoluer et j'ai clairement apaisé ma relation avec la moitié du genre humain. Et ça, je le vis tous les jours. Ma relation avec la moitié du genre humain, à savoir les femmes, aujourd'hui, dans ma tête, dans ma vie de tous les jours, elle est beaucoup plus apaisée. Je la vis avec beaucoup moins de crainte, d'ignorance et de peur. Et ça, c'est... Enfin, je conseille à tout le monde de faire le taf, hein. On y gagne énormément. Alors, on nous a demandé de définir un peu le terme woke, parce que tout le monde ne connaît pas. Donc, tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient ? Alors, woke en anglais, ça veut dire réveiller. Donc, c'est un concept qui vient des États-Unis. Les États-Unis c'est très paradoxal, c'est un pays extrêmement raciste, extrêmement violent, mais qui est traversé par des courants très profonds de réflexion sur ce racisme, sur cette violence et sur ces discriminations. Donc, quand on veut se tourner, quand on veut trouver des gens qui ont commencé à travailler avant nous, depuis des années, il faut aller voir les Américains, ils ont commencé. En plus, comme c'est d'excellents storytellers et des bons marketeurs, ils créent des concepts, ils créent des mots. Et ils ont créé ce mot woke qui résume un peu le fait que quelqu'un, souvent un blanc, se réveille, un Américain, il se réveille, il se rend compte qu'il est dans un pays colonisé, que certainement ses ancêtres étaient des esclavagistes et qu'il y a des millions de bœufs qui se font éclater tous les jours pour fabriquer ces steaks hachés. En gros, je résume, hein, mais c'est un peu ça. Et donc le concept de woke résume un peu toute cette prise de conscience de... quels sont les privilèges dont je dispose moi aujourd'hui parce que je suis ce que je suis, parce que je suis né avec une paire de couilles, parce que je suis né dans ce pays-là, avec cette peau-là, avec cette famille, avec ce bagage culturel, etc. Donc ça résume tout ça, et c'est pour ça que c'est un mot très pratique. Alors, sur ton site, tu fais une description, je vais la lire, ce sera plus simple. Tu es convaincu qu'hommes et femmes sont égaux, tu penses que les races n'existent pas, tu as plein d'amis gays, tu es bienveillant, tu n'as jamais levé la main sur une femme, tu n'as jamais méprisé un homo ou une lesbienne, tu n'as jamais insulté un noir parce qu'il est noir. D'ailleurs, tu ne dis pas noir, tu dis black, et pour toi, tout va bien. Moi, quand j'ai découvert ton travail, je m'attendais plutôt à ce que tu ailles rentrer dans l'art des milieux masculinistes, mais à lire ce descriptif, je me suis demandé qu'est-ce que c'est ton cœur de cible, parce que finalement, on pourrait se reconnaître facilement dans ce descriptif. Et alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, j'ai décidé de partir de mon expérience. Je suis ni un scientifique, ni un chercheur. J'ai aucune légitimité à parler d'autre chose que de mon expérience. Et c'était ça mon expérience. J'étais un mec normal. Effectivement, j'ai jamais tapé sur quiconque. On ne pouvait pas dire de moi que j'étais un raciste. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me vivais. Et c'est à la lecture de travaux de femmes féministes intersectionnelles que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et que rester tranquillement sur mon statu quo peinard en disant que j'étais un gentil garçon,
faisait que je faisais quand même partie du problème. Et que ça suffisait pas. Que ça suffisait pas et que tous ces privilèges que j'ai depuis que je suis né m'avaient permis d'accéder à un certain statut, à une certaine visibilité, m'avaient permis d'acquérir certaines compétences, en particulier des compétences sociales, et que ces compétences, elles étaient à ma portée, et quelque part, j'avais la liberté de les utiliser. Et d'un point de vue marketing, j'ai décidé de viser les gens comme moi, parce que je pense qu'ils sont très nombreux. C'est le ventre mou. Je faisais partie du ventre mou. Des hommes comme ça, on en croise toute la journée. Des mecs qui ne sont pas des mecs sexistes, qui ne sont pas des mecs misogynes. On ne peut même pas dire qu'ils sont machos. N'empêche qu'ils ne pensent jamais à ramasser les chaussettes sales qui traînent dans la chambre. Et ce n'est pas un petit problème. Et n'empêche qu'ils font des blagues sur le cul de la stagiaire à la machine à café. Et c'est à ceux-là que je m'adresse pour dire, c'est pas anodin. Ce truc, cette blague sexiste, cette chaussette que tu laisses traîner par terre, elle s'intègre dans un système beaucoup plus vaste dont, par ta passivité, tu te rends complice. Donc c'est vrai que je me suis quelque part radicalisé et que mon boulot, radicalisé tranquille, hein, je veux dire, je suis bien chez moi, tout va bien, je suis menacé par rien du tout. Mais en tout cas, je suis sur un chemin de radicalisation et que mon boulot, c'est de pousser un maximum de mecs comme moi à faire ce petit déclic dans leur tête et se dire, mais en fait, il faut que je me mette au taf. En fait, ça suffit pas d'être spectateur passif et d'être gentil. Ça suffit pas. Et du coup, ce déclic dont tu parles, pour toi, il s'est déroulé comment concrètement? Tu t'es réveillé un matin en disant oh mon Dieu, je fais de la merde depuis des années. Enfin, ça s'est passé comment? Alors, c'est très bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait, mon déclic, il est venu lors des manifestations pour le mariage pour tous. Quand ça a commencé, les manifs pour le mariage pour tous, moi, je le raconte dans le bouquin, j'avais plein d'amis gays, puis il y en a qui voulaient se marier, tant mieux. Enfin, fine, tu vois. Moi, j'étais ni pour ni contre, et quelque part, c'était leur problème, c'était pas le mien. Et puis, il y a eu, ça s'est mis à déferler à la télé, cette parole homophobe. Et là, ça m'a réveillé. Typiquement, le réveil, il est là. Et ce qui est très marrant, c'est que, enfin marrant, c'est même un peu triste, c'est que finalement, alors que j'ai été exposé toute ma vie à des problèmes féministes, à des femmes violées, à des femmes battues, au féminicide, etc. Ça m'avait pas réveillé. C'est le jour où des mecs ont commencé à se faire discriminer par leur préférence sexuelle. C'est ça qui m'a réveillé. Comme quoi, on a une vraie solidarité de genre, un peu malgré soi. Toujours est-il que c'est parce que mes amis gays m'ont réveillé sur le fait que non, ils avaient le droit au sacré aussi, quelque part, que j'ai commencé à lire, et que c'était sur Facebook, et que ma femme m'a montré des groupes féministes qui publiaient beaucoup là-dessus. Et ça a été le démarrage, en fait. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré dans cette logique-là. On a l'impression souvent que ces combats-là, c'est le fruit d'une petite minorité très active. Et comme tu disais, il y a un ventre mou de gens qui se sentent pas trop concernés. À ton avis, en quoi est-ce que tous les hommes sont concernés par ce sujet? Alors, il y a plusieurs aspects. Moi, je me sens concerné en tant qu'être humain et solidaire de l'autre moitié de l'humanité. Il pourrait y avoir une autre réponse qui est, partons d'un chiffre, une femme sur 8 a été violée. Fais le compte dans ta tête de la quantité de femmes que tu connais autour de toi. Femmes, compagnes, sœurs, filles, mères, grand-mères, tantes, amies, collègues. Vite, tu vas arriver à 30, 40, 50 femmes. Et donc, très proche de toi, il y a des femmes qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement. Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de vivre peinard, comme ça, tranquille, au milieu de personnes qui ont subi des trucs que des mecs comme toi leur ont fait subir? Moi, j'avais pas envie de ça. Et voilà, d'un simple envie, besoin de justice, c'est quelque chose que je pouvais pas tolérer. D'autres personnes vont le faire, vont bouger parce que soudain, ça va tomber tout près d'eux. Ça va être quelqu'un très proche d'eux qui va se déclarer victime. Ils vont soudain se rendre compte que, par exemple, leur femme qui n'a jamais rien dit, elle a été violée à 15 ans, par exemple. Et ça peut aussi entraîner des déclenchements. Je vois aussi beaucoup d'hommes qui me parlent en DM, en message direct, qui n'osent pas l'ouvrir. Et c'est pas du tout un jugement.
ce que je retrouve très fréquemment, c'est souvent des mecs qui ont été harcelés à l'école et qui finalement ont subi cette violence patriarcale qui s'exprime parfaitement dans la cour de récréation, des hommes vis-à-vis des hommes. Les hommes sont la première cible, faut pas le négliger, et qui commencent à enclencher un système d'empathie vis-à-vis des victimes. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans les témoignages grâce à MeToo, etc., dans les témoignages de femmes, soudain ils se disent, mais en fait, je suis un mec, mais j'ai vécu la même chose. Et ça crée des prises de conscience. Alors là, tu nous décrivais par exemple comment les mécanismes de la virilité toxique, comme on dit, peuvent s'exercer aussi des hommes contre les hommes, des hommes contre les femmes, des hommes contre les enfants. Mais qu'est-ce que ça recouvre, ce terme virilité toxique, dont on entend beaucoup parler dernièrement, et c'est une bonne chose. Toi, tu le caractérises comment ? Et alors, à nouveau, c'est un concept très utile parce que la virilité en soi n'est pas franchement un problème. Enfin, ça devrait ne pas être un problème. Je pense qu'aujourd'hui, la virilité est toxique. Je pense que c'est un pléonasme que de dire virilité toxique. Je pense qu'il existe une virilité non toxique, mais qu'il faut encore l'inventer, il faut encore la créer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait assumer d'être un homme cis, hétéro, etc., et d'être viril sans faire partie du problème, voire même en faisant partie de la solution. Donc aujourd'hui, on passe certainement dans des phases un peu, des balanciers, des phases un peu extrêmes, où effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la virilité est toxique. Et que cette virilité toxique, on la lit tous les jours. Si on commence à avoir un regard genré sur l'actualité, par exemple, on voit la violence dans les matchs de foot. Si on commence à avoir un regard genré sur cette actualité-là, c'est des mecs qui tapent sur des mecs. Si on commence à avoir un regard genré sur l'activité, ce qui se passe en Ukraine, c'est des mecs qui tapent sur des mecs. Et en fait, on est entouré d'informations pas toujours très agréables à entendre, où c'est des mecs qui tapent sur des mecs. Et c'est ça que j'appelle la virilité toxique. Et elle est énorme. Elle est vraiment partout autour de nous. Et donc, voilà, j'essaye de m'y attaquer modestement. On a l'impression que c'est partout et on entend même parfois des arguments qui disent mais ça a toujours été comme ça. Est-ce qu'à ton avis, on est là-dedans ou est-ce qu'on devient comme ça ? Est-ce que c'est inné ou acquis, cette virilité toxique ? Alors, il y a pas mal d'écoles de pensée là-dessus sur l'inné et l'acquis. Est-ce qu'on est garçon, etc. Bon, je me méfie beaucoup de l'essentialisation. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup de dire que certains comportements sont masculins parce que les hormones, parce que les couilles, parce que machin, etc. Et honnêtement, je suis ni scientifique ni rien, donc j'ai tendance à vouloir avoir une pensée un peu extrême de dire que la masculinité ou la féminité sont des constructions sociales. Et que en fait, elles sont construites avant même qu'on naisse. À partir du jour où tu existes et où tu signales ton existence sur un test de grossesse, la première question qu'on va poser à ton sujet, c'est une fille ou un garçon. Donc à partir du premier jour de ton existence, tu vas être conditionné par ton genre à ta naissance. Et à partir de là, tout va dérouler. Moi, j'ai une fille, Pauline. Je ne pense pas avoir une éducation particulièrement genrée, mais en fait, oui. En fait, on est un peu condamné à mettre nos enfants dans des cases parce que ne pas le faire, c'est très difficile. Ils ne vivent pas hors du monde. Et puis, ils ont envie de correspondre à des codes, etc. C'est difficile de les embarquer hors de ça. Et pour ce qui est des garçons, nous, les garçons, on est éduqués pour ne pas être des filles. Et ça, c'est Olivia Gazalet qui le décrit très très bien dans son bouquin, la construction de la masculinité, je crois, quelque chose comme ça. Et toute notre éducation de garçons, notre éducation, pas ce qu'on apprend à l'école, mais ce qu'on voit dans les films, ce qu'on nous apprend dans la cour de récréation, etc., c'est à prouver toute la journée qu'on n'est pas des filles, qu'on n'est pas des PD. C'est vraiment le truc qui nous construit. Et quand on a subi finalement ce lavage de cerveau toute sa vie, c'est une difficulté d'arriver à s'en débarrasser. Et en même temps, c'est une sacrée libération. Et du coup, est-ce qu'on doit comprendre finalement que ce serait peut-être la famille le premier vecteur de ces valeurs, entre guillemets, en tout cas de ce paramétrage-là ? Alors, je crois beaucoup en l'exemplarité, ça c'est sûr. Je pense que mon père est mort maintenant, il aurait il aurait quasiment 90 ans, et c'était pas un homme viril, c'était un mec normal. C'était pas un mec qui clamait, qui poussait une virilité. Donc j'ai été élevé comme ça dans un couple à la fois très conventionnel, mais très équilibré.
où il y avait ma mère, mon père. Mon père faisait des trucs de mec, il bricolait, etc. Ma mère elle faisait la cuisine et tout. Donc c'était une répartition des rôles très genrée, mais très équilibrée. Et je crois que effectivement, comme d'un côté on a une société qui nous envoie des James Bond avec des mecs qui violent des femmes sur grand écran, etc., que la famille peut être vraiment l'endroit où on va essayer de rééquilibrer ça, et que le comportement de son père, quand on a un petit garçon, le comportement de son père, je pense que c'est vraiment un vrai élément de construction. Et quand on est une petite fille, le comportement de son père également. Donc je crois vraiment qu'il y a un creuset qui se fait ici. C'est pour ça que le fait de ne pas ramasser la chaussette sale, c'est pas anodin. Parce que bah, vous ne le faites pas, du coup, c'est votre femme qui va le faire. Et vos enfants, ils voient que vous ne le faites pas. Et ils voient que c'est leur mère qui va le faire. Donc là, vous mettez des petites briques là, qui ne sont pas nécessairement des bonnes briques. Et alors du coup, tu disais tout à l'heure cette crainte et cette obsession qu'on a les mecs de prouver qu'on n'est pas des filles. Est-ce que, à ton avis, du coup, s'investir dans la déconstruction, ça veut dire se féminiser? Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ça, comme si c'était une maladie ou quelque chose comme ça. Effectivement, et ça, c'est franchement pas facile à aller tacler. Parce que se féminiser, on est obligé d'utiliser ce mot-là parce qu'on comprend ce que ça veut dire, alors qu'en fait, c'est un mot ridicule. Parce que ça veut dire quoi, se féminiser? Ça veut dire assumer qu'on a des émotions, assumer qu'on a des vulnérabilités. En quoi ça serait l'apanage des femmes? Ça n'a rien de l'apanage des femmes que d'avoir une sensibilité et de l'exprimer. C'est l'apanage de tout être humain qui a envie d'exprimer ses émotions et d'exposer ses vulnérabilités. Donc, et enfin, c'est dommage que une bonne partie de la moitié de l'humanité se prive de ça. Mais c'est très fondamental comme transformation. Je pense beaucoup au modèle. Je crois beaucoup au modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on verra d'acteurs de cinéma, de stars de cinéma, de stars de chanteurs, etc., qui vont venir exposer des modèles différents, plus progressivement on va infuser dans l'esprit des petits garçons, puis des adolescents, puis des jeunes hommes, qu'il y a d'autres choix. Mais c'est pas facile. Hein. Je suis déjà intervenu dans des lycées en classe de 3e ou seconde, et quand je viens leur montrer que les modèles de virilité auxquels ils adhèrent, bah, c'est un peu de la merde et que ça les aide pas, en fait, je suis pas très bien reçu. Je suis vraiment pas très bien reçu parce qu'ils sont à un âge, là, à 14 ans, 15 ans, ils transpirent sang et eau là, pour coller au modèle viriliste dominant. Et il y a un mec qui vient leur dire non, les gars, c'est de la merde ton modèle. J'ai pas trouvé le moyen de leur parler encore, cela. Tu parlais du coup des modèles. Toi, dans ton récit, tu racontes l'influence qu'a eu ta femme sur ton éveil et ton investissement dans ce combat. Est-ce que tu penses que la déconstruction, quand on est un mec, ça commence quand même au contact des femmes? Ah, ça c'est sûr. Déjà, des femmes et des femmes féministes en particulier. Déjà, en fait, l'énorme différence entre les féministes et le reste du monde, c'est qu'elles ont bossé et elles bossent depuis très longtemps. Très longtemps. Moi, c'est un des éléments que j'ai découvert en découvrant le féminisme, c'est que c'est une science sociale en fait. Qu'il y a des scientifiques, qu'il y a des historiennes, qu'il y a des sociologues qui ont bossé sur le sujet depuis très longtemps, qu'il y a des écrits, qu'il y a des études, des chiffres. Donc il y a un corpus comme ça, qui est une compétence qui est très ancienne. Les mecs, que dalle. À part François Dupuy-Derry, là, qui est un chercheur canadien, il y a très peu, il y a quelques écrits qu'on commence à voir émerger de scientifiques qui commencent à travailler sur la condition masculine, etc. Mais on a 50 ans de retard. Il y a aujourd'hui énormément de groupes de parole féminines, des femmes qui travaillent entre elles, etc., qui travaillent à leur propre déconstruction, parce qu'elles sont elles également vectrices de stéréotypes patriarcaux, et qui travaillent là-dessus. Et pendant ce temps-là, nous les mecs, on se gratte les couilles non, enfin, on a un énorme retard là-dessus. On a un très gros retard. Et donc oui, il faut... il y a les femmes féministes ont fait ce travail, il faut les lire, tout simplement. Il faut les lire, il faut les écouter. Et ensuite, les femmes parlent. Elles racontent, à condition que vous vouliez bien les écouter, elles racontent les emmerdes qu'elles ont tous les jours, toute la journée, parce qu'elles sont des femmes. Et elles sont à côté de vous, et il faut juste les écouter, il faut apprendre à les croire. Il faut apprendre à ne pas remettre en question leur ressenti d'un comportement sexiste. Il faut apprendre à analyser ses propres émotions quand on ne les dise, ou notre première envie de dire moi c'est pas moi, on s'en cogne. Et ça c'est un apprentissage effectivement.
Il n'y a que les femmes qui peuvent vous raconter l'expérience de la vie d'une femme, personne d'autre. Il y a beaucoup de mecs qui sont un peu frileux à se prononcer publiquement pour la déconstruction de la masculinité, parce que justement, ils ont peur de se confronter à cette écoute des femmes, au dialogue, parfois au débat qui peut être un peu rude. Est-ce que toi, des fois, tu te prends des féministes dans les dents? Comment ça se passe? Est-ce que tu t'es fait un peu chahuter, peut-être Oui, et heureusement, en fait. Parce qu'à partir du moment où je prends la parole, j'ai quand même une certaine responsabilité. Donc ouais, je me suis fait éclater de temps en temps. Et très souvent, la plupart du temps, elles avaient raison. Dans 90. Et du coup, j'ai un truc que j'ai appris, et c'est pas évident, surtout quand on a un mec. Quand je fais des trucs, je publie un machin sur Facebook, sur LinkedIn, quand il y a des meufs qui viennent râler, c'est au lieu de leur répondre, de dire non, j'ai raison, je suis gentil, etc., c'est part du principe qu'elles ont raison. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à faire. C'est à partir du moment où une femme vient me chercher sur ce terrain-là, je pars du principe qu'elle a raison et je me rends compte que la plupart du temps, eh ben, elle a raison. Et que je me suis fait prendre à mon propre piège. On se fait piéger en permanence. Et donc, je suis entouré de nombreuses femmes très vénères qui laissent pas passer les trucs, quoi. Et je les écoute. Et c'est pas toujours facile. Et il y en a effectivement qui tapent dur. Et c'est pas grave. C'est quoi le problème? On peut les dire à ces mecs-là. T'as une féministe qui va te foutre, qui va te charcler. So what? Enfin, ça va changer quoi à ta vie? Tu sais pas ce qu'elle a vécu. Tu sais pas déjà qu'elle accepte de te parler, c'est sympa, tu vois. Et deux, ça va rien changer à ta vie. Tu vas passer un moment désagréable et puis tu vas t'en remettre. Elle a peut-être des histoires franchement crades à raconter qu'elle a vécu elle ou des copines à elle. Et tu vois, vous êtes pas symétrique, quoi. Donc ouais, vous exprimez, vous allez vous prendre des baffes, et bah c'est pas grave. Il y a un autre terrain qui inquiète pas mal les gens qui seraient tentés par la déconstruction et sur lequel toi tu fais un lien, qui est le sujet entre les discriminations de genre et les discriminations de race. Parce que tu précises justement la question homme blanc. Moi souvent j'ai entendu des gens me dire je reconnais les inégalités de genre mais cette question raciale elle me bloque et je veux pas y aller. Pourquoi est-ce que tu fais le lien et pourquoi c'est important à tes yeux? En fait, si je voulais être complet, je devrais dire que je suis un homme blanc, hétéro, cis, en bonne santé, euh, aisé. En fait, quand on parle d'intersectionnalité, on regarde tous les critères sociaux qui nous permettent de nous qualifier dans le monde où on est. Et je coche toutes les cases, moi. Et donc, ma vie est celle, et il faut bien prendre conscience que quand on a un homme blanc, cis, hétéro, on a une expérience de vie qui n'est pas la même que celle d'un homme noir, cis, hétéro. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai que ça devient difficile de faire des comparaisons. C'est vrai qu'il y a des femmes blanches très riches qui ont une vie plus privilégiée que la mienne. Ouais, ça c'est sûr. Il y a des hommes noirs très riches ou très athlétiques et qui ont une vie plus privilégiée que la mienne, tu vois. Ça c'est sûr. Mais d'un point de vue statistique, social, c'est pour ça que mon livre s'appelle Le sommet de la pyramide. Je représente un groupe humain qui est au sommet de la pyramide. Parce que je suis né là où je suis, avec ce que je suis, etc. Et donc, ça me confère cette responsabilité-là. Et effectivement, quand on commence à rentrer dans le féminisme par l'intersectionnalité, très vite, l'enjeu de la couleur de peau apparaît. Parce que c'est exactement les mêmes, enfin, exactement, pas tout à fait, mais c'est des mécanismes très très proches, très très proches. Et quand on comprend l'un, on comprend l'autre. Donc autant y aller carrément. Ça me rappelle un truc historique que j'avais relevé en préparant des épisodes pour Tout le monde s'en fout, c'est que un des premiers codes de loi racistes, qui est le code noir qui avait été promulgué sous Louis XIV, il définit une hiérarchie des races en fonction de qui a le droit de faire l'amour avec qui. Et en haut de la pyramide, il y a l'homme blanc, ensuite la femme blanche, la femme noire et l'homme noir tout en bas. Et il caractérisait l'infériorité de l'homme noir parce qu'il était encore en dessous de sa femme, entre guillemets. Ouais, ouais. Et donc ça illustre bien. Là, en ce moment, ça t'aura pas échappé, on a une campagne présidentielle qui se déroule avec des types d'arguments qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Moi, j'étais pas certain de voir ce genre de truc porté à la télé. On va parler de grands remplacements, on va remettre en question aussi tout le travail de déconstruction qui a eu lieu ces dernières années. On voit que le mot woke est devenu une insulte, quasiment.
Comment est-ce que tu envisages les choses? Est-ce que tu es optimiste pour la suite, ou est-ce que ça veut dire que le combat est en train plutôt d'être perdu, à ton avis? Je suis plutôt d'un naturel optimiste et j'ai plutôt l'impression que ce sont des retours de bâton en fait. C'est assez intéressant. Il y a un moment, je me suis intéressé un peu au fait que le masculinisme tue. Il y a des attentats masculinistes. Et là où il y en a beaucoup, c'est au Canada. Il y a 2 gros attentats masculinistes au Canada avec des mecs qui cherchaient à tuer des femmes. Et le Canada, il se trouve, est un pays très avancé sur l'égalité de genre. Donc je pense que plus on va avancer, et on avance sur les sujets d'égalité de genre, on avance très lentement, mais on avance, plus on va générer comme ça des effets rebonds, des groupes qui vont s'estimer injustement stigmatisés dans cette démarche-là et qui vont réagir violemment. Donc j'ai plutôt tendance à penser qu'un Zemmour est l'émanation et le signe qu'il y a une prise de conscience qui avance. C'est une pensée plutôt optimiste, mais j'ai l'impression que c'est un peu le symptôme que la société bouge, parce qu'après, on est bien obligé de reconnaître, et quand on reprend un peu de recul, c'est que globalement, les choses évoluent dans le bon sens. Et ouais, forcément, il y a des gens que ça crispe. Le mariage pour tous, tous ces trucs-là, ça a crispé des gens. Je suis sûr que le fait que le mariage pour tous ait gagné, ça a poussé des gens dans le giron de conservateurs comme Zemmour. Je suis sûr que c'est l'effet rebond. Et ben, tant pis. On voit, tu parlais du Canada, les États-Unis, et, en ce moment en France, on voit que souvent les personnages publics qui vont porter cette contestation de la déconstruction de la masculinité sont des gens qui s'affilient plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Est-ce qu'on peut dire que finalement il y a une couleur politique à la masculinité toxique et qu'elle serait d'extrême droite, à ton avis? Je pense en fait, tu peux pas t'attaquer au sujet du patriarcat sans t'attaquer au sujet du racisme systémique, sans t'attaquer à d'autres sujets de discrimination, où l'extrême droite, forcément, elle a un positionnement extrêmement fort et assumé. Donc, je ne sais pas comment on peut être féministe et d'extrême droite, en fait. Je pense que c'est pas compatible, parce qu'à partir du moment où on est féministe, il y a un moment où on va remettre en cause les dominations de race, il y a un moment où on va remettre en cause d'autres, toute la chaîne se casse la gueule en fait. Donc c'est pas surprenant que ça se cristallise à l'extrême droite, parce que c'est le meilleur endroit où tu peux renier tous les progrès sociaux et bien te ratatiner sur ton petit entre-soi. Un argument qu'on entend souvent, c'est finalement ces combats-là, ils font que ajouter de la division à la division dans un monde où c'est déjà la guerre partout. Et on entend beaucoup de gens, y compris des femmes, qui prônent une forme d'humanisme, de dire moi je ne suis pas féministe, je suis humaniste. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes-là? Alors, les Américains ont inventé des mots là-dessus, c'est le color blindness ou le gender blindness. On entend des gens dire moi je vois pas les couleurs, je suis pas raciste, je vois pas les couleurs. Euh, et en fait, moi j'étais comme ça, clairement. Donc et à un moment donné, et là c'est via le racisme que j'ai compris ça, où une femme noire m'a dit mais si tu vois pas les couleurs, ça veut dire que tu renies le fait que moi, parce que je suis une femme noire, j'ai une expérience de la vie qui n'a rien à voir avec la tienne. Et dire je vois pas les couleurs, c'est dire je vois pas où est ton problème. Parce que pour moi, t'es pas noir, t'es blanc. Les noirs, ils savent qu'ils sont. Enfin, les noirs qui vivent chez nous, ils savent qu'ils sont noirs. Et si tu vas leur dire non, t'es pas noir, t'es un être humain, en fait, tu viens renier, tu viens nier le ressenti, l'expérience de la vie qu'ils ont tous les jours avec leur gamin qui se fait contrôler dans le métro 30 fois par an parce qu'il a des dreads, parce que tous ces trucs-là que nous, on connaît jamais, on connaît pas, et que les Noirs, que les Arabes, que les femmes connaissent tous les jours de leur vie. Donc venir nier le fait qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, par exemple, c'est nier le fait que les femmes ont une expérience de la vie qui n'a rien à voir avec celle des hommes. Donc c'est par exemple nier les féminicides. Allez-y, tranquille. Pas de féminicide, c'est des assassinats. Des crimes passionnels. C'est des crimes passionnels, Voilà. c'est des assassinats. Non, c'est pas un féminicide n'est pas un assassinat. C'est un homme qui tue une femme parce que c'est une femme et parce qu'il pense qu'il possède son corps. C'est extrêmement spécifique. Donc cet aveuglement nie la spécificité de ces luttes-là et c'est ça qu'il faut apprendre à identifier. Il y a pas longtemps, tu as fait un post LinkedIn qui a fait beaucoup parler de lui, où tu remarquais comment Gérald Darmanin essayait de mépriser Apolline de Malherbe en lui disant de se calmer. Tu as fait un post sur la colère des femmes.
Et parmi les réponses, il y en a une qui m'a interpellé, qu'on voit souvent revenir, un type qui disait simplement moi je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme une chèvre. Est-ce que tu as l'impression de vivre comme une chèvre? Absolument pas. J'ai l'impression, je ne sais pas à quel animal je pourrais me comparer. En fait, j'ai pas envie de rentrer dans ce modèle-là. J'ai pas envie de penser que on veut construire une humanité dans laquelle il y a des lions et des chèvres. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a des lions, il y a des loups, il y a des hyènes, il y a des chacals, il y a des chèvres, etc. Mais en fait, j'ai vraiment envie de sortir de ce système-là. Et les hommes qui pensent ça, j'ai pas envie de leur parler en fait, ils me fatiguent. Hmm. Je les utilise parce qu'ils viennent s'énerver sur mes posts et que du coup ça augmente le reach de mes posts et je suis ravi. Je leur remets une pièce dans la machine, mais ils m'intéressent pas parce que je vais pas m'épuiser à essayer. C'est bon, je vais pas m'épuiser à essayer de leur changer la vie. Moi, je répète, ce qui m'intéresse, c'est les mecs comme moi. C'est le ventre mou et là, il y a moins de travail et il y en a plus. Le post que tu as fait, il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il y a eu d'autres posts qui étaient écrits par des femmes qui ont été moins vus. C'est un reproche qu'on fait souvent aux hommes qui s'engagent pour la déconstruction, c'est qu'ils pourraient finalement occuper une place qui doit revenir à une parole de femme. Toi, du coup, avec ton engagement assez marqué, comment est-ce que tu es accueilli par les féministes? Est-ce que ça se passe bien? C'est une ligne de crête, en fait. Parce que même, on passe une heure ensemble où on parle de déconstruction, et ça pourrait être une femme qui en parle, elle a certainement plus d'expertise sur le sujet. Et ça a été compliqué pour moi de trouver quel était le bon angle. Mon angle aujourd'hui, il est très clair. Je ne suis pas féministe. Je pense que le féminisme est un truc de femme. Je suis un homme qui parle aux hommes. Et mon boulot, c'est de parler aux hommes. Et je ne parle pas aux hommes des femmes. Je parle aux hommes des hommes, de ce qu'ils ressentent. Ça m'empêche pas de partager des expériences ressenties par des femmes qui me l'ont raconté et je l'utilise pour parler aux hommes. Donc ça, c'est vraiment mon axe. La grande injustice, c'est qu'on est rare. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ce boulot-là. Et donc, quand on le fait, eh ben, y a plein de femmes qui disent ouais, génial, et qui partagent, etc. Du coup, c'est vrai que quand je fais ce post sur Darmanin, je fais plus d'1 million de vues, alors que d'autres posts sur le même sujet n'ont pas ce reach-là. Donc c'est une grande injustice. C'est vrai. Les femmes sont bien mieux placées pour parler de ce sujet-là que moi, un mec. Mais c'est comme ça. Et le fait est que, en fait, ma parole, parce que je suis un homme, parce que je suis dans une certaine position sociale, que j'ai un certain statut, je pense qu'elle atteint des hommes. Là où la même parole, si elle était émise par des femmes, surtout des femmes militantes, elle n'atteindrait pas ces hommes-là. Donc il y a souvent des féministes qui m'ont fait le reproche de piquer la parole, de piquer le temps de parole, etc. Et là-dessus, si on prend des métaphores dans le marketing, je ne prends pas des parts de marché au féminisme. Je vais créer un nouveau marché. Je crée un nouveau marché, une nouvelle audience d'hommes qui ont envie qu'on leur parle de ça. Je pense que les hommes qui je parle ne sont pas des hommes qui vont consommer des contenus féministes militants sur les réseaux sociaux. Qu'ils n'y vont pas. Parce que c'est technique, parce que c'est compliqué, ou qu'effectivement, s'ils lèvent le doigt, ils se font charcler. Et c'est normal, ça fait partie du truc. Moi, je parle aux hommes et c'est pas mon métier, hein, mais j'avance en marchant. Et j'essaye de trouver cette ligne de crête subtile qui n'est pas évidente et c'est facile de déraper. Et quand je dérape, je me fais taper sur les doigts et bah c'est pas grave, je continue. On a remarqué, nous, un truc et tout le monde s'en fout, c'est que on a traité des sujets parfois hyper compliqués, l'argent, la religion, l'homosexualité, des choses comme ça, mais nos épisodes qui traitent de féminisme sont ceux qui suscitent les réactions les plus violentes. On a eu des menaces de mort, des choses comme ça. On se fait traiter de traître. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi? Est-ce que tu reçois parfois des menaces Alors, j'ai suscité pas mal d'agressivité. J'ai un badge, serpillière à foutre, j'adore, je suis très fier. Donc j'ai été traité de lavette à foutre, de serpillière à foutre, etc. Bon, en fait, il y a des groupes masculinistes extrêmement actifs. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont de l'influence. C'est-à-dire qu'ils développent des espèces de contenus tout pourris qui sont pas mal partagés. Il y a pas mal de mecs qui s'y reconnaissent. Mais globalement, les mecs vraiment vénères, il y en a pas beaucoup. Il ne faut pas négliger
moi, en tout cas, l'une des complexités que j'ai, c'est vrai que je suis un peu donneur de leçons hein, vis-à-vis des mecs. Il y a des mecs à qui je parle qui ont une expérience de la vie qui n'est pas du tout la même que la mienne. Qui peuvent avoir galéré toute leur vie, qui se sont peut-être fait humilier par des profs, par des avocats, par des flics qui étaient toutes des femmes. Et quand tu viens leur dire, mon gars, en fait, tu fais partie de la classe dominante, les mecs, ils pètent un câble. Et ça, bah ouais, c'est normal. Et à nouveau, je parle de mon expérience à moi, qui est une expérience d'un bourge en fait. Hein. Donc forcément, il y a des décalages. Et ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en se déconstruisant, on vient demander à des hommes de mettre à plat le système sur lequel ils se sont construits, sur lequel ils ont pu investir énormément, sur lequel ils ont pu avaler des couleuvres énormes dans la cour de récréation, dans leur bande de potes, etc. Un système où très facilement ils peuvent se sentir culpabilisés. Donc il y a ça, et ensuite il faut pas négliger que les hommes et les femmes, bah, on vit ensemble. C'est une féministe, j'ai oublié son nom, ça m'énerve, mais qui dit le problème des femmes, c'est qu'elles couchent avec l'ennemi. On vit ensemble, et donc c'est une sphère ultra intime. Quand on va dire à un mec, mec, tu restes sur ton canapé pendant que ta femme fait les courses et fait le ménage, bouge ton cul, on vient remettre en cause son système intime, sa famille, son système familial. Il y en a que ça fait péter un câble, ça les met en colère, quoi. Et c'est plutôt bon signe. Hein. Bah, je trouve que si ça bouge, c'est qu'il y a un truc. Ouais, et puis souvent, c'est toute une vie d'effort pour justement coller à une image et tout est remis en question. Et parfois, quand on est adulte, c'est trop dur à encaisser, quoi. Et du coup, on a abordé pas mal là, cette question de qu'est-ce qu'on veut déconstruire dans le masculin. Et quelque chose dont on parle pas très souvent, c'est cette nouvelle forme de virilité dont tu parlais tout à l'heure qui reste à construire. Et bah, tout simplement, pour toi, elle prendrait quel contour? Ça ressemble à quoi tu parles, toi, de l'homme augmenté? Si tu dis un homme conscient est un homme augmenté, à quoi ça ressemble, l'homme augmenté? Alors, je pense qu'on ne le connaît pas encore. C'est-à-dire que moi, j'ai 52, 53 ans. Donc, faut revenir en arrière. Quand j'étais un petit garçon à 10, 12, 14 ans, les modèles de virilité, c'était James Bond, quoi. Hein. Et quand il voulait une meuf, il la plaquait au mur et il lui roulait une pelle sans lui demander son avis. Et en fait, il allait, par ses actions brutales, provoquer son désir. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Et ce modèle-là, j'y ai cru pendant longtemps. Moi, je complexais parce que j'avais des petits poignets tout maigres et que c'est pas des poignets de mecs, ça. Tu vois, et tout, et j'étais en plus quand j'étais petit, j'étais un peu chétif, j'étais pas très athlétique, et il y a tout ce truc-là où donc les mecs d'aujourd'hui, enfin les mecs comme moi d'aujourd'hui, ils ont pas eu MeToo quand ils avaient 10, 12 ans, ils ont rien eu, que dalle. Pour leur ouvrir les yeux. Ils ont commencé à ouvrir les yeux quand ils avaient 40, 50 ans, qu'ils avaient déjà un bon paquet de trucs derrière eux, et peut-être des casseroles pas très cool, quoi. Peut-être des comportements pas cool avec des meufs, peut-être des trucs pas très propres. Donc, il y a quelque part un truc, quelque chose à faire de l'ordre du grand pardon, à un moment, où je pense qu'il va falloir que, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où à un moment, bah, y a des blancs qui sont venus dire bah ouais, voilà ce que j'ai fait, et en face ils avaient des gens qui étaient ok pour leur pardonner. Donc je pense que pour tous les gens de ma génération qui ont cette histoire, qui ont découvert MeToo finalement très tard, il y a une logique de l'ordre, il y a quelque chose de genre bon, bah, j'ai péché, j'ai merdé, ok, on rewind, on passe à zéro. Je pense que les hommes de demain, en tout cas ceux qui nous écoutent, je pense, ils auront bénéficié de ces modèles-là. Ils auront bénéficié de ces modèles-là où c'est pas parce que tu n'es pas capable de foutre ton poing dans la gueule de quelqu'un qui te parle mal que tu n'es pas un mec. On leur donne déjà aujourd'hui des modèles très différents. Et en fait, l'homme augmenté, c'est un homme multiple. C'est surtout ça, en fait. C'est un homme qui va être capable de prendre tel modèle ou tel modèle ou tel modèle. Tel modèle où il va vouloir être un gars costaud, sportif. Tel modèle où il va vouloir mettre des jupes et se maquiller, et tant mieux. Et tel autre modèle, enfin, je ne veux pas être trop caricatural, je n'ai pas réfléchi plus que ça, mais je pense que c'est plutôt la possibilité pour les hommes d'endosser plusieurs vêtements, plusieurs modèles, dans une plus grande liberté. Je pense, et c'est en ça que je parle d'un homme augmenté. En fait, c'est la possibilité d'embrasser un spectre de genre plus large, effectivement d'aller chercher des choses du côté de ce qu'on dit être la féminité, mais qui est juste une autre polarité du genre humain, et d'être
très heureux avec ça et d'avoir plus de possibilités de nouer des interactions plus riches avec plus de monde. Maintenant que tu vois les choses et le monde un peu différemment, est-ce que tu vois, toi, des modèles de personnalité qui te plaisent, pourquoi pas des profils d'hommes qui pourraient correspondre un peu à cet homme augmenté? Alors, en termes de personnes, je suis nul en célébrité, donc c'est un peu difficile. Ce que je vois émerger, en particulier dans les séries, qui est quand même un terreau de culture populaire hyper important, c'est des personnages masculins qui assument très ouvertement leur homosexualité, qui assument très ouvertement le fait qu'ils ont une certaine fluidité de genre. Donc je ne les ai pas nécessairement en tête là, mais on voit émerger comme ça beaucoup de personnages. Dans le dernier Dune, par exemple, le personnage masculin, il n'est pas trop caricatural. Encore un peu, mais il n'est pas trop caricatural. Bon, les femmes ont tendance à être maquillées au milieu du désert, elles n'ont pas un poil qui dépasse. Il y a encore des trucs un peu énervants comme ça. Mais en tout cas, du côté des personnages masculins, ça commence à évoluer. Ce qui serait encore mieux si on commençait à être aussi un peu plus ouvert dans les modèles qu'on expose sur les personnages féminins. Si on pouvait commencer à avoir des femmes plus âgées. On a encore trop souvent au cinéma des mecs de 40 balais qui se tapent des meufs de 20 ans et tout le monde trouve ça bien. Alors, j'ai rien contre les mecs de 40 balais qui se tapent des meufs de 20 ans, mais ce serait pas mal de commencer à exposer des modèles un peu différents. Donc c'est là-dessus où je pense que c'est encore un peu trop cliché, mais je trouve que, par exemple, la publicité, qui est quand même une usine à clichés, mais qui est aussi un très bon thermomètre de l'évolution de la société, a bien changé son truc quand même. On voit de plus en plus de familles, avec des couleurs de peau différentes, avec des personnes qui peuvent être des corpulences différentes. Il y a quand même beaucoup moins aujourd'hui de stéréotypes qu'il y en avait avant. Et ça, je trouve que ça évolue dans le bon sens. Donc on nous expose de plus en plus de modèles intéressants. Comment, pour les mecs de bonne volonté qui nous regardent et qui aimeraient faire des efforts dans la déconstruction, comment est-ce qu'on peut faire ça correctement? Comment s'engager aux côtés des femmes féministes avec justesse, à ton avis? Déjà, on peut commencer par s'engager aux côtés des femmes de sa vie. C'est déjà collègues, femmes, filles, sœurs, mères, etc. Là, il y a un premier chantier qui est évident, c'est celui de la charge mentale. Qui s'occupe de la maison, quoi. C'est con, mais alors les chiffres sont encore affligeants. Et ça, je répète, c'est pas anodin. Parce que qui s'occupe de la maison, bah, ça enchaîne toute une ribambelle derrière d'injustice, de discrimination et de déséquilibre. Donc déjà, le premier boulot, c'est ramasse tes chaussettes sales, quoi. Lance la lessive, aide pas, remplis le frigo. Ça paraît bête, hein, mais en fait, il faut le faire. Et quand tu creuses un peu, quand tu interroges des femmes, tu te rends compte à quel point même des femmes très féministes, très engagées, elles ont des boulets à la maison. Mais des boulets, quoi. Des mecs qui sont gentils, mais c'est des boulets, quoi. Ils sont incapables de se prendre en charge, eux, de laver leur slip, quoi. Donc voilà, premier truc, lave ton slip. Deuxième boulot, c'est un peu la maison, le travail, la rue. Au travail, il y a des choses assez simples. Par exemple, il y a un truc qui revient très souvent, qui est très facile à tacler, c'est ce qu'on appelle le man-interrupting. C'est le fait que les hommes coupent la parole des femmes. Et faites le boulot en réunion, etc. Même en visio maintenant, regardez, à un moment, prenez un tout petit peu de recul, une réunion un peu nombreuse où il y a des hommes et des femmes, et vous regardez. Et vous allez voir que les mecs coupent la parole aux femmes. 2, les femmes se laissent couper la parole, sauf certaines qui sont plus vénères que d'autres. Donc ça, bonne prise de conscience, arrête de couper la parole aux femmes. Et éventuellement, quand une femme se fait couper la parole, c'est pas toujours bien d'être le chevalier blanc qui vient défendre, mais de temps en temps, ça peut être bien de dire Robert, laisse Marianne terminer, là, elle avait un truc à nous dire. Donc ça, c'est des trucs simples, ça fait pas mal. Hein, laver ses slips, de pas couper la parole des femmes, ça fait pas mal. Et dans la rue, si on veut aller un petit peu plus loin, moi, ce qui a été un éveil pour moi, c'est comment nous, collectivement, entre hommes, on se comporte pour faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas bienvenues dans l'espace public. Il y a plein de trucs. Il y a le man-interrupting, c'est pousse-toi que je m'y mette. Il y a plein d'études vachement nettes qui sont faites sur quand une femme marche dans la rue, elle n'arrête pas d'éviter des hommes, alors que les hommes marchent tout droit. Et il y a un truc sur lequel on peut travailler, c'est le regard. Tu croises une meuf qui te plaît dans la rue, tu la regardes. En soi, c'est pas un problème. Il se trouve qu'il y a 100 000 mecs qui l'ont regardé avant et qu'il y en a 100 000 qui vont la regarder après. Et il y a un truc très intéressant à faire, c'est quand tu vois une fille qui te plaît ou qui t'attire le regard, quelle que soit la raison pour laquelle, arrête de la regarder et regarde autour.
regarde les autres mecs. Et tu vas te rendre compte qu'en la regardant, tu signales à la meute autour qu'il y a une meuf bonne à regarder. C'est là où je dis c'est pas anodin. Tu as l'impression, toi, tu regardes le cul d'une meuf qui passe, où est le problème? Mais en fait, en le faisant, tu envoies un message de plus qui va s'additionner à des dizaines d'autres messages, d'autres mecs qui font la même chose, et tous ensemble, en meute, et on est tous responsables, collectivement responsables. Et c'est intéressant de s'introspecter là-dessus. On n'arrête pas de signaler aux meufs qu'elles ne sont pas bienvenues dans l'espace public. Et là, c'est un petit boulot, c'est pas très compliqué. On peut regarder une fille, mais on peut lui envoyer un regard bienveillant, on peut la regarder dans les yeux, sans qu'elle se sente mal à l'aise, sans qu'elle se sente en insécurité. Il y a plein de petits actes comme ça, et ça, c'est pas très compliqué. On peut commencer à faire ça tous les jours. Tu me disais tout à l'heure, tu élèves des filles. Comment ça se passe avec elles? Comment est-ce qu'elles reçoivent ton travail de déconstruction? Alors, ma fille est très fière de son père. Ça, c'est sûr. C'est pas. Tous les parents qui élèvent des filles et qui ont un peu de conscience féministe vont se dire qu'ils se retrouvent souvent dans des paradoxes. Il y a une fille à la maison, elle a 16 ans, elle veut sortir avec un crop top, avec les épaules nues, etc. Qu'est-ce que je fais? À la fois, j'ai envie de lui dire, bah, tu vas avoir des emmerdes dans la rue, couvre-toi. Et en même temps, tu n'as pas envie de lui envoyer une injonction de plus, sachant qu'elle en prend tout le temps. Tu es coincé là, en fait. Et j'ai pas de solution à donner. En fait, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un regard féministe sur la société et d'élever des filles. Parce qu'à la fois, on a envie de les protéger, en même temps, on a envie de leur foutre la paix. Et comment on fait pour les protéger en leur foutant la paix? Pareil, c'est une ligne de crête permanente et il faut assumer qu'on va se planter, mais qu'on va essayer de se planter le moins possible en essayant d'être le moins pénible possible. La conscience à prendre quand on est un mec, c'est à quel point les femmes subissent des injonctions très nombreuses et très contradictoires. Et à un moment, est-ce que j'ai envie de participer à cette pluie permanente d'injonctions? Bah, peut-être pas. Donc c'est là où les choix peuvent se faire. Pour terminer cette interview hyper intéressante, j'imagine qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes qui voudraient se déconstruire, qui sont un peu hésitants, peut-être dans leur démarche, qui ne savent pas comment faire. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais leur adresser ce soir, eux qui sont au début du chemin que tu parcours aujourd'hui? Moi, le message, donc, comme je disais, je parle aux hommes, donc le message, c'est l'empathie, en fait. C'est-à-dire que on vous a appris à ne pas activer votre empathie. Vous, messieurs, on vous a appris à ne pas activer votre empathie. Parce que le manque d'empathie, c'est un pilier du patriarcat. C'est un pilier de l'esclavagisme, c'est un pilier de tous les systèmes de domination, quels qu'ils soient. C'est je refuse d'activer mon empathie pour ce groupe de personnes et donc je peux leur écraser la gueule tranquillement. Et en fait, le premier élément, c'est activer votre empathie. Quand une femme vous fait le privilège de partager avec vous les éléments pénibles de l'expérience de sa vie parce qu'elle est femme, mode empathie. C'est le premier truc à faire. Et en revanche, c'est peut-être pas un bon conseil que je vous donne parce que c'est pénible. Parce qu'à partir du moment, c'est un voile qui se lève, et à partir du moment où vous allez commencer à voir des viols, des féminicides et des violences faites aux femmes, vous allez en voir partout. Et c'est vrai que c'est pénible. C'est beaucoup moins pénible de les subir. Hein. Donc ça va, c'est pas très très grave. Mais activez votre empathie, c'est la première chose à faire. Et sortir de la prédation, là, quand tu décrivais tout à l'heure les groupes d'hommes qui s'envoient des signaux les uns les autres, ça fait penser vraiment à un mécanisme de prédateur presque. De meute. On est vraiment... les boys clubs fonctionnent comme ça. Et c'est depuis la cour de récréation. Nous, les mecs, on a appris à bouger en meute, à agir de façon à jamais être rejeté de la meute et à toujours revalider l'existence de la meute. Et ça, on est très compétent là-dedans. Donc ça, il faut désapprendre cette compétence-là. Merci beaucoup Sébastien. Merci pour tes questions. Merci pour ton courage, pour tout ce que tu fais et voilà, de participer à faire bouger les lignes. C'était un plaisir de te recevoir. Également. Salut. Et on va passer à la suite. C'est la FAQ, je crois, maintenant. Donc Axel et Fabrice vont nous rejoindre. À toutes.